Alors, merci tout d'abord au comité d'organisation de m'avoir invité. Surtout que si on pose des prothèses unicompartimentales à Brest, c'est grâce à Roger Badet. Il y a 20 ans, au cours des journées lyonnaises, ici, ou 25 ans, je ne sais plus, Roger me ramène à l'aéroport, je crois que c'était quelque chose comme ça, et puis on discute de prothèses unicompartimentales. Il me dit, mais tu n'as pas essayé ce style de prothèse? Je lui dis non. Et puis en rentrant, ça a fait tilt. On a essayé, on a été séduits. Et grâce à Roger, actuellement, on fait beaucoup de prothèses unicompartimentales à Brest. Alors, j'aurais qu'un truc et astuce à vous dire sur la prothèse unicompartimentale interne. Mais je ne pouvais pas vous dire qu'un seul truc, donc je suis obligé d'enrober un petit peu. Trois choses, trois messages me paraissent importants avant d'arriver au truc technique. Le premier message, l'indication, bien entendu, si vous voulez la réussir, il faut prendre des indications gagnantes. Alors, hop, là, bon, tant pis, on va garder cette diapo, on a passé l'autre. Il y a des indications qui vont être gagnantes, et ces indications, quand vous les respectez, vous êtes sûr du succès et du bonheur de votre patient. Prothèse unicompartimentale à gauche, j'ai quelqu'un qui fait du triathlon externe, je précise, ça a son importance. Prothèse unicompartimentale interne chez un monsieur de 70 ans qui veut continuer à monter l'école, à faire du vélo. Là, vous êtes dans des indications gagnantes. Il faut donc bien choisir ces indications et ne pas louper les indications gagnantes. Mais surtout, je voudrais insister aujourd'hui sur ce point technique. La ligne de Brest ou la ligne d'horizon. On s'est aperçu au fur et à mesure qu'on faisait des prothèses que si on traçait une ligne du liquide intra-articulaire dans le genou, on était strictement perpendiculaire à l'axe tibial. Et on utilise ce petit truc depuis très longtemps. Et le fait de venir ici, j'ai essayé de le conceptualiser et puis de vous le montrer mieux. Alors tout d'abord, comment peut-on tracer? C'est simple. Vous gardez un petit peu de liquide intra-articulaire dans le genou. C'est fondamental. Parce que si vous mettez du sérum phi, ça ne marchera pas, ça ne conduit pas à l'électricité. Si vous mettez de la bétadine, ça ne marchera pas. Et même si vous avez de l'os dur, à la limite entre le liquide et le fémur, vous allez pouvoir tracer une droite. Et cette droite, c'est miraculeux, elle est perpendiculaire à l'axe mécanique tibial. Alors j'entends d'ici les mauvaises langues qui vont me dire « mais non, c'est pas possible ». Mais si, mais si. Alors je vais vous montrer pourquoi elle est perpendiculaire à l'axe. Tout d'abord, ça n'a rien à voir avec la flexion, extension du genou. Une ligne horizontale, l'horizon restera toujours horizontal si vous fléchissez ou étendez votre jambe. Donc la position de votre tibia n'a pas d'importance en flexion-extension. Si vous utilisez jambe pendante, c'est encore plus facile, il est à 90 degrés, ça tombe. Ensuite, ça a une petite importance, c'est vrai, alors je ne sais pas si ça va marcher, avec, évidemment, si vous mettez la jambe en varus et valgus. Cette ligne va bouger si vous mettez du varus et va bouger si vous mettez du valgus. Mais, dans la pratique clinique, quand vous mettez votre tibia jambe pendante, ou alors sans contrainte, juste positionné avec un contre-appui, votre tibia, il est toujours presque perpendiculaire au sol. Pour qu'il soit non perpendiculaire au sol, je vous ai mis deux exemples, environ à 6 degrés. Là. Vous voyez ce que ça fait, 6 degrés de déviation de la jambe? Jamais vous tolérez ça. Quand vous installez, vous n'allez pas mettre votre guide comme ça. Vous dites non, il y a un truc là. Donc vous allez bien positionner votre guide. Et pourquoi ça marche? Dans l'uni interne, je précise. Ce n'est pas vrai dans l'uni externe. C'est lié à l'arthrose qui est plutôt antérieure dans l'uni interne. Quand le genou est fléchi à 90 degrés, en arrière, il vous reste du cartilage. Donc il vous reste de la tension ligamentaire. Donc s'il vous reste de la tension ligamentaire, votre tibia est bien positionné au-dessus du fémur. Il se positionne naturellement très bien. Et cette ligne vous permet une seule chose. Vous n'allez pas opérer avec cette ligne. Vous allez vérifier au fur et à mesure que vous avancez. Vous la tracez, vous mettez votre ancillaire tibial et vous regardez s'il est parallèle à la ligne. Et bien vous verrez demain en rentrant chez vous que vous êtes dans 99% des cas, si vous avez fait une belle prothèse, parallèle à la ligne. Dans l'exemple de droite, le petit film qui défile, on a fait la coupe. Vous voyez, dès qu'on a fait la coupe, on a enlevé 6 mm de tibia, vous voyez tout de suite, le tibia tombe. Il tombe parce que le ligament est détendu. Mais avant que le ligament soit détendu, vous êtes toujours perpendiculaire au tibia. Donc elle vous aide pour votre coupe tibiale, mais cerise sur le gâteau, elle va vous aider pour la coupe fémorale. Stéphane vous l'a dit tout à l'heure. Il vous a dit quoi? Il vous a dit que le temps tibial est primordial, puisque le temps tibial se répartit sur le fémur. On veut être parallèle en extension, donc sur la coupe inférieure, et on veut être parallèle en flexion, donc sur la coupe postérieure. Donc cette ligne, normalement, vous allez pouvoir vérifier tout au cours d'intervention, vous êtes bien parallèle à la ligne. Alors nous, on utilise par exemple là une prothèse de resurfaçage. J'ai tracé ma ligne. Et je prends la perpendiculaire à la ligne, le petit trait que j'ai tracé, que vous voyez, et bien normalement, mon ancillaire de coupe
qui va se positionner dessus pour faire ma coupe postérieure, va être pile poil sur la ligne. Et là, dans cet ancillaire Oxford, on est pile poil sur la ligne. Mais c'est vrai aussi pour les coupes, pour les unis à coupe. Là, j'ai piqué ces diapos de Chiron. Je pensais que le congrès n'aurait pas lieu, donc j'ai préparé au dernier moment. Alors, j'avais plus assez de diapos, donc j'ai piqué à Chiron. Donc, Chiron, voilà, c'est une coupe. Voilà, le guide de coupe. Guide de coupe en extension, vous avez fait votre coupe tibiale. La coupe inférieure, elle est parallèle au tibia, donc parallèle à la ligne que vous avez tracée. Donc, cette ligne est un véritable repère tout le long de l'intervention. Et la coupe postérieure, elle est à 90 degrés de la coupe inférieure. Donc, vous retrouvez l'autre tracé de la ligne. Cette petite ligne simple peut vous permettre d'éviter quelque chose de fondamental qui est très déplaisant à la radio, le carrossage. Le carrossage, c'est l'inclinaison du pneu sur la route. Il est positif ou il est négatif. Nous, on n'a pas un pneu, on n'a pas quelque chose de cylindrique. Donc on a quelque chose de très difficilement carrossable. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que ça respecte l'extension et la flexion. Et grâce à ces lignes de coupe, si systématiquement vous l'utilisez dessus, vous êtes sûr que vous aurez une radio merveilleuse qui évitera le carrossage et qui va éviter les effets de pression tangentielle au niveau du plateau tibial. Je terminerai par un autre petit point technique qui n'a pas été dit tout à l'heure dans la voie d'abord et je le regrette et qui pour moi est fondamental. Il faut ouvrir l'articulation interne comme l'articulation externe, comme Keblish, en deux plans. Un plan rétinaculaire postérieur, un plan capsulo-synovial antérieur. Et vous fermez en deux plans. Pourquoi? Parce que vous allez donc fermer sur la prothèse le plan capsulo-synovial et pas le rétinaculum. Donc peut-être des douleurs en moins, peut-être de la souffrance en moins, et pourquoi pas, peut-être de l'infection en moins. Donc c'est un petit truc simple à faire. Et puis, la dernière chose, si vous voulez vraiment réussir les unies compartimentales, utilisez ce qu'a dit l'équipe d'Oxford. Ça, c'est leur registre. Il faut en poser plus de 20 par an. Il n'y a pas de secret. À moins de 20 par an, le taux de récidive est particulièrement important. Donc ça, il faut vous dire, si vous partez sur l'uni, je vais en faire. C'est pas j'en fais 2 dans l'année. Ça ne marche pas. Et un petit clin d'œil, on sort un livre sur l'uni compartimentale qui devait sortir pour ce congrès. Comme d'habitude, on a toujours un peu de retard. Bon, vous l'aurez à partir de novembre. Et c'est un énorme travail. Il y a mon nom. Bon, j'ai un petit peu travaillé, mais c'est énormément. Il faut remercier Arnaud Clavé, qui est l'instigateur de ce travail et qui a réuni plus d'une quarantaine de collaborateurs avec plein d'idées que vous avez entendues déjà ici et même d'autres idées que vous n'entendrez pas. Donc, je vous incite à le lire. Je vous remercie.